au niveau du complexe de l'épaule, trouve-t-on une articulation de ce genre qui la relie au tronc? Et bien, le seul endroit, il est là. C'est entre la clavicule et le sternum. Tout le reste est dans la nature, si je puis m'exprimer ainsi. Ça veut dire que l'ensemble du membre supérieur, qui ne peut évidemment, de par son poids ou de par sa mobilité tout à fait extraordinaire, se contenter d'une articulation avec le tronc, auquel il est lié, bien entendu, c'est lui, le tronc, qui doit être le point fixe à la base. Et bien là, point fixe, non, parce que le point fixe, ça devrait être l'omoplate. Car sinon, le bras va se mobiliser en tirant sur l'omoplate. Si cette omoplate n'est pas correctement fixée, elle va évidemment se déplacer dans des secteurs qui vont être délétères pour l'amplitude articulaire. D'accord? Donc déjà, de comprendre qu'au niveau de ce complexe, il n'y a que cette petite articulation qui ne sert pas à grand-chose, finalement, sur le plan de la mobilité de l'épaule, et que tout le reste tient uniquement par des muscles, des fascias fibreux, permet de comprendre à quel point, là, il y a une importance capitale à ce que toute la musculature de la région puisse travailler de façon harmonieuse. Si on prend le mouvement d'élévation du bras, par exemple, le mouvement d'élévation du bras, qu'est-ce qu'on va solliciter? On va bien entendu solliciter l'articulation qu'on appelle gléno-humérale entre l'humérus ici et puis l'omoplate qui est ici. La musculature, d'ailleurs, de cette articulation reste longtemps tout à fait satisfaisante. Mais le problème est que, quand on voit de quelle façon le complexe fonctionne, dans cette aura musculaire et fibreuse, comme je disais tout à l'heure, eh bien, on va pouvoir partager très schématiquement en deux les amplitudes qui permettent d'amener le bras à la verticale en deux composantes. Une composante de 90 degrés qui va se produire entre le bras et puis l'omoplate, et une autre composante de 90 autres degrés qui vont consister en une bascule de l'omoplate qui va amener l'ensemble humérus-omoplate vers le zénith. D'accord? Alors dans la réalité, tout ceci se produit de façon tout à fait fluide, un petit peu à un moment pour la dénumérale, etc. Mais caricaturalement, on pourrait imaginer ça, 90 plus 90. Ça veut dire que, normalement, si il y avait une motricité satisfaisante au niveau de la gléno-humérale entre l'os du bras et l'omoplate, on devrait systématiquement pouvoir montrer à 90 degrés. Mais il y a une condition impérative pour que cela puisse se faire, c'est que l'omoplate soit un point fixe. Pourquoi? Si on monte le bras sur le côté et que l'omoplate ne tient que par les fibres, les tractus fibreux, et non pas par la musculature qui va contrôler sa position par rapport au tronc, ben, qu'est-ce qui va se produire? On lève le bras. Ce bras a un certain poids. D'accord? S'il n'y a pas de... Si on retient, encore une fois, qu'il y a un lien actif entre l'omoplate et l'humérus, on commence à lever le bras, mais immédiatement, le poids de ce bras va imposer un mouvement à l'omoplate. Et elle va basculer. Et cette bascule de l'omoplate va réduire d'autant les capacités d'élévation de ce bras sur le côté. Donc c'est ce qui permet de comprendre que pour monter, et même jusqu'à 90 degrés, c'est pas forcément facile, on va, si l'omoplate ne devient pas le point fixe utile pour pouvoir faire ce mouvement-là, on va être extrêmement embarrassé pour pouvoir réaliser des mouvements d'élévation, que ce soit antérieurs, latéraux ou postérieurs. Ça explique d'ailleurs ce que vous connaissez tous, les propositions qui ont été faites avec des difficultés, avec des intérêts qui, là encore, vont être directement liés aux conditions de vie des uns et des autres, la fixation de l'omoplate sur le thorax. Parce que si je vais, là encore de façon très simpliste, jusqu'au bout de cette idée que je viens de vous développer, ça veut dire que puisqu'on a 90 degrés dans une gléno-humérale qui reste motrice, correctement motorisée, pardon, si on fixe l'omoplate, on aura 90 degrés. Voilà, donc on ne peut pas aller au-dessus, on range les pots de confiture à hauteur d'épaule plutôt qu'au-dessus de l'armoire, et le problème fonctionnel d'aller dans le pot de confiture, il est réglé. D'accord? Donc voilà un exemple, encore une fois, de réflexion que nous on va avoir, parce qu'après, la réalisation de cette approche d'une rééducation de l'épaule, tout va être pris en compte. Depuis le pot de confiture que je viens d'évoquer, jusqu'à la motorisation à optimiser au niveau de la dite épaule. D'accord? Le pied. Alors le pied, c'est un petit peu la même chose. Le pied, c'est quelque chose qui peut être motorisé. On va pointer le pied vers le bas, on va remonter la pointe du pied vers le haut, on va avoir des mouvements latéraux qui vont être parfaitement contrôlés. Ça c'est bien, et quand on fait un bilan musculaire,
Ceux qui l'ont vécu savent bien que, bon, on est en décubitus, et puis le praticien, le kinésithérapeute, le médecin, peu importe, va aller chercher la physiologie spécifique de tel muscle pour voir s'il est atteint ou pas. Le problème, c'est que fonctionnellement, la musculature en question, elle ne joue pas comme ça. On a rarement l'occasion d'aller faire des mouvements intéressants, fonctionnellement parlant, avec le pied, la jambe étant en l'air. Habituellement, quand on utilise le pied, il est au sol. Ce qui veut dire que les points fixes sont complètement changés. Dans ce que j'évoquais à l'instant, le point fixe était la jambe, et le pied se mobilisait par rapport à cette jambe au prorata de ce dont il dispose comme motorisation, donc comme musculature. Mais dans la vraie vie, c'est autre chose. Le pied, quand on est debout, il est au sol, il devient point fixe. Ce qui veut dire que dans les déplacements, bien entendu, la musculature surale, la musculature qui va contrôler le pied, va avoir un rôle très important. Mais ce sera également le cas au niveau de la hanche, ce sera également le cas au niveau du genou. Mais quand quelque chose de très particulier qui concerne l'équilibre, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, il s'agit d'assurer le dit équilibre. Et bien là, la qualité de réponse de ces muscles va devenir extrêmement importante. Alors même que parallèlement, le niveau de recrutement des muscles pour assurer un équilibre lorsqu'on est debout, il est traditionnellement relativement faible. Ce qui explique qu'avec des bilans assez sévères en termes d'analyse de la force musculaire sur les différents secteurs, on puisse avoir un déficit complètement évident, mais en même temps une capacité à maintenir un équilibre qui soit satisfaisant. 10% en moyenne, c'est à peu près par rapport à la force maximale qui va être utilisée. À partir de ce pied fixe, et par exemple, lorsqu'on a un déséquilibre antérieur, bon, il va falloir repousser par les muscles postérieurs du mollet, donc, le corps, par l'intermédiaire du tibia, du segment jambier, vers l'arrière. Quand on tombe en arrière, c'est l'inverse. Le pied est fixe, avec des fléchisseurs normalement dorsaux dans l'anatomie fonctionnelle habituelle, eh bien on va tracter le tibia en avant. Même raisonnement dans le plan frontal, et pour les rotations, etc., etc. Donc ce qui veut dire qu'on touche là à un problème particulier qui est celui de l'équilibre. L'équilibre, c'est un peu de force musculaire, et c'est beaucoup de gestion de la physiologie du dit équilibre. Ce qui veut dire qu'en optimisant un petit peu la musculature, et en travaillant sur une optimisation, voire un surdimensionnement des réactions d'équilibration, on peut optimiser de façon extrêmement intéressante le rôle particulier de ce pied et des muscles qui vont vers lui lorsqu'on est en position debout et que ce pied devient un élément fixe. D'accord? Donc voilà un exemple, alors très analytique pour le coup, même si encore une fois on s'en éloigne souvent, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut choisir de faire pour optimiser cette fonction-là, alors même qu'on a un déficit moteur. Et bien on va aller chercher quelque chose d'autre, en l'occurrence des réactions d'équilibration, et ça, on va le surdimensionner. On va essayer de faire en sorte qu'une espèce d'athlétisation, en quelque sorte, de cette fonction-là, qui va optimiser l'ensemble pour un même niveau, à la limite, de force musculaire à un instant donné. Et si en parallèle, on peut optimiser un petit peu la force, on a tout gagné. Voilà, encore un exemple à partir de ce pied-là. La troisième chose, c'est effectivement le rachis. Alors pour le rachis, c'est quelque chose de particulier. Je dirais que le rachis, on peut, non pas le résumer, parce que là, mais simplement sur le plan fonctionnel, trois choses qui me viennent à l'esprit. Une chose qui va être positive, c'est-à-dire le rééquilibrage ou le repositionnement de la ligne de gravité pour préserver du fait de l'antéposition du bassin, à cause d'un déficit des fessiers par exemple. On va pouvoir compenser cette bascule antérieure du bassin, et normalement si le bassin bascule en antérieur, la ligne de gravité suit, et bien on tombe. Tout le monde. D'accord? Le fait de creuser, de lordoser, et parfois à l'excès, la région lombaire, va faire reculer la ligne de gravité, la ramener dans le polygone de sustentation, qui se construit autour des pieds, au sol. D'accord? Et là, on a la possibilité d'être debout. Donc, un aspect positif, c'est celui-là. Un aspect négatif, c'est que l'hyperlordose est source de contraintes mécaniques qui peuvent être tout à fait délétères pour le confort local, si je puis dire. Donc il y a un souci là qui va être généré par le caractère impératif de cette hyperlordose pour pouvoir reculer la ligne de gravité et rester avec cette ligne à la pompe et à l'intérieur du polygone de sustentation. Mais là encore, il va s'agir de composer, il va s'agir de profiter
de l'approche par massothérapie, de l'approche par la kinébaléothérapie, etc., de l'approche posturale, des étirements, pour pouvoir bénéficier d'un effet positif de l'approche. Donc je vous en ai cité deux, je vous en ai donné trois. Alors il y a un troisième, alors évidemment c'est une plaisanterie, mais vous l'avez aperçu tout à l'heure, donc c'est pas drôle. Mais il y a effectivement un troisième, c'est une manière d'utiliser l'hyperlordose, mais qui a une vocation complètement différente, hein, bien entendu. Voilà, je crois que c'était Lady Gaga, ça, donc une façon de mettre en avant, si je puis dire, des avantages, mais effectivement là on est plus dans une approche comportementale que dans une approche structurelle des choses.